Ah et ben voilà, ça y est, c'est reparti après une pause de... Je m'en souviens plus tellement c'était long. Ah, un débrief hebdo. Après une pause de un débrief hebdo. Ouais, sans déconner, j'abuse. Reprenons depuis le début de cette casquette bleue, voire casquette rouge qu'on a commencé à enfiler. On dit enfiler une casquette ou c'est juste enfiler des perles? Bon bref, après une pause d'un débrief hebdo, ouais je sais c'est long, où en sommes-nous sur les marchés? Les banques centrales veulent continuer à resserrer les boulons. Et oui, l'inflation est trop forte. Alors la Fed, certes, a fait une pause sur sa hausse des taux d'intérêt, mais dès le 26 juillet, elle pourrait à nouveau les relever. C'est en tout cas ce qu'anticipe 85% du marché, sachant que Jérôme Powell a bien précisé lors de son compte-rendu de la réunion de la Fed qu'il pourrait même les relever à 2 reprises d'ici la fin de l'année. Le marché estime même qu'il y aura un pivot de la Fed, c'est-à-dire un début de baisse des taux seulement au mois de mars 2024. La BCE, elle, ne peut pas faire de pause sur son cycle de resserrement monétaire, comme l'a rappelé Christine Lagarde il y a 2 semaines. Alors elle a continué à les relever et elle va continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que l'inflation commence à baisser de manière assez vigoureuse. Il y a une tension sur le marché du travail qui perdure et sur la hausse des prix. La Banque centrale d'Angleterre s'est même ralliée à la Fed et la BCE lors d'une conférence à Sintra au Portugal. Si d'ailleurs FT tu pourrais nous expliquer où se situe Sintra au Portugal, histoire de nous donner des idées éventuellement pour les vacances. Qu'il faudra aller encore au charbon pour faire baisser l'inflation vers l'objectif de 2% qu'elles se sont fixées. Et pourtant, les économistes sont unanimes. Des nouvelles hausses de taux pourraient déclencher une récession, voire même, oui, ne pesons pas nos mots, une crise financière. Ouh, ça fait peur. D'ailleurs, ça me rappelle la fameuse crise bancaire systémique là, qu'on devait avoir avec la faillite des banques régionales aux États-Unis. Silicon Valley Bank, First Republic. Je rappelle les faits. À ce sujet, on a eu d'ailleurs cette semaine stress test de 23 banques aux États-Unis. C'est passé crème. C'était même d'ailleurs meilleur que ce qui était attendu. En gros, ce sont des simulations pour savoir un petit peu comment arrivent à encaisser les banques si jamais on a une explosion du chômage, genre x3, effondrement du marché immobilier, bref, une vraie crise bien salace. Et ben ça passe. Alors certes, 23 banques aux États-Unis, c'est pas toutes les banques, ce sont seulement les plus grosses. Mais bon, quand on a vu l'impact de la crise systémique de Silicon Valley Bank et First Republic sur les grosses banques internationales, certains arrivent quand même à trouver le moyen de dire oui, mais le gros risque, c'est les banques qui n'ont pas été testées justement. Au Japon, nous avons le gouverneur de la Banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, qui a dit que la croissance des salaires et des prix était en train de reprendre. Ah oui, ça y est, après des dizaines d'années de stagnation, il commence à envisager l'éventualité que peut-être on arrêtera dans un futur plus ou moins proche la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale du Japon. La Banque centrale suédoise, elle aussi, suit le pas. Hausse de 25 points de base des taux directeurs. On est à 3,75%. C'est son niveau le plus élevé depuis 15 ans. Et d'ailleurs, la Banque centrale suédoise, toujours, s'attend à ce que la croissance en 2023 se contracte de 0,5%, avec une inflation à 8,9%. Je rappelle qu'en zone euro, on est en récession puisque ça fait 2 trimestres d'affilée qu'il y a une contraction d'activité et on a eu aux États-Unis cette semaine la 3e estimation du PIB pour le premier trimestre 2023. C'était largement mieux que les 1,4% prévus. 2% de croissance. L'économie américaine est solide et ça veut dire aussi accessoirement que Powell a les cartouches, la marge de manœuvre pour relever encore ses taux directeurs, peut-être dès le mois prochain. Nous avons eu vendredi l'indice PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est l'indice CPI mieux pondéré, publié une dizaine de jours plus tôt. Et donc pour le mois de mai, il est ressorti en ligne avec ce qui était attendu, plus 0,3%. Ça c'était vendredi et ça aurait pu être très chaud. Nike a publié avec une baisse de son bénéfice par action de 27% à cause de la hausse des coûts des produits, hausse des coûts du fret, hausse des coûts logistiques et visiblement il y a une histoire de taux de change au passage, même si le dollar américain face à un panier de devises n'a absolument pas bougé depuis le début de l'année. La restructuration de Casino, quant à elle, mauvaise nouvelle, sera dilutive pour les actionnaires. L'action s'est effondrée de plus de 30% en une journée et ça a recommencé le lendemain, plus de 20% de baisse. Elle avait repris 80% après l'annonce de cette fameuse restructuration, sauf que la dette, elle ne sera pas effacée mais convertie en actions. Habile. Et ça,
personne n'en veut. Donc son sauvetage s'annonce très compliqué. SES Imagotag, qui a perdu 50% de sa valeur, elle est en train d'attaquer Gotham City Research parce qu'elle avait publié un rapport qui accablait l'intégrité des états financiers de la boîte. À noter que Gotham est un spécialiste de la vente à découvert. On n'a que des news pourries cette semaine sur les boîtes. Je pose la question. Il y a donc 2 semaines, on enfilait cette casquette bleue de manière globale sur le marché, rouge sur les indices les plus faibles, notamment en Europe, dont les banques centrales resserrent les boulons de manière un petit peu plus poussée qu'aux États-Unis où il y a une pause qui s'est installée. D'une économie qui a du mal et d'une situation technique défavorable. Ça, si on regarde les graphiques en daily. Alors, c'est pas dégradé de partout, il n'y a pas d'alerte majeure. On est au moins en phase de pause. Et bien nous en a pris, puisqu'il y a une semaine, le marché n'a fait que baisser. Que ce soit d'ailleurs en Europe, mais aussi aux États-Unis. Ça nous a donc permis de travailler à la vente, mais surtout aussi de réaliser derrière des objectifs un peu partout, que ce soit sur le CAC, le DAX, le FTSE, l'IBEX. Et si on regarde d'autres indices, notamment le SMI, indice suisse, on est là aussi dans une tendance baissière en daily, puisqu'on est en dessous des moyennes mobiles journalières. 20 jours en bleu, 50 jours en rouge. Et si je prends l'exemple du CAC 40, vente à 7290, qui a été racheté à 7111, d'ailleurs accessoirement c'était à 5 points du plus bas de la semaine, avant d'entamer une remontada absolument fulgurante. Alors aujourd'hui finalement, la situation n'est pas vraiment différente. On a d'un côté les indices américains toujours très forts et les indices européens faibles. Les indices américains d'ailleurs ont tous les trois majeurs, Dow Jones, SP 500 et Nasdaq, ont parfaitement bien réagi sur ce qu'on appelle des moyennes mobiles à 20 jours qui sont des indicateurs qui matérialisent les tendances, en tout cas celle à court terme, ce qui veut dire que la tendance primaire qui est haussière se poursuit. Et pourtant, je trouve que l'élastique est un peu tendu. D'autant plus si Jérôme Powell resserre à nouveau les boulons dès le mois de juillet, voire même une deuxième reprise d'ici la fin de l'année, ce que le marché d'ailleurs ne prévoit pas pour le moment. Et donc globalement, casquette bleue qui est conservée aux États-Unis, et d'ailleurs on le voit sur l'indice Dow Jones qui s'approche à nouveau de la borne haute de ce range fin 2022-2023, dont il a profité de ce qu'on a vu précédemment, le fameux stress test des banques qui sont passées, que je rappelle que l'indice Dow Jones dedans, il y a quand même quelques bancaires. Donc sous une zone de résistance, oui, mais d'un autre côté, clairement, il n'y a absolument aucune alerte. Tant qu'on n'enfonce pas les moyennes mobiles à 20 jours qui sont sous les pieds, pas d'alerte. C'est simplement un choix que de ne pas acheter maintenant les indices américains. Alors, en Europe, la situation est toujours bien différente, même si les indices se sont bien repris depuis qu'on a atteint nos objectifs baissiers. Donc le CAC 40, je le disais, a repris 300 points depuis qu'on est sorti et il se retrouve à nouveau sous cette zone de résistance, autour des 7003, 7004. D'ailleurs, à l'heure où je parle, je suis vendeur du CAC autour de cette zone-là. Je verrai en début de semaine, parce que la fin de semaine a été quand même en fanfare sur tous les indices, notamment vendredi. Si on s'installe en début de semaine prochaine au-dessus des 7400 points sur le CAC, je reverrai très probablement ma copie. Et donc, j'invaliderai mon plan de vente et je prendrai probablement une perte. Le DAX, lui, a encore une fois tenu cette zone des 15006, 15007. Ça fait 3 mois qu'il est dans ce gros range. Et systématiquement, dès qu'on touche en bas, hop, ça repart. La tendance précédente est toujours haussière. On s'approche donc là aussi à nouveau de cette zone de résistance, également le haut du fameux porte-voix de Rodolphe, 16002, 16004, qui est donc une zone de vente qui a parfaitement bien réagi il y a 2 semaines et encore avant. C'est la même que celle du mois de mai. Donc 3 mois que le range y dure. On travaille plutôt à la vente en haut et plutôt à l'achat en bas. Le FTSE, l'indice anglais, a atteint lui mes 2 objectifs de vente. Là, on en avait largement parlé sur IVT puisqu'il sous-performait même le CAC et le DAX en tendance baissière sous ces 2 moyennes mobiles journalières et il reste en tendance baissière tant qu'il ne refranchira pas les 7700 points. Alors, indice faible, d'autant plus que la Banque centrale d'Angleterre, la BOE, a relevé ses taux directeurs d'1 quart de point de plus que ce que le marché attendait parce que l'inflation est encore plus forte que ce qu'on attendait. Le dollar américain, je le disais, ne bouge plus depuis le début de l'année. Bon, on est dans un gros range. Pareil sur le taux à 10 ans aux États-Unis, autour des 3,70, 3,81%, qui montre d'ailleurs que la situation globalement est détendue, mais pas suffisamment à mon goût pour accepter d'acheter maintenant. Sachant qu'on a eu quand même un bull run, si on peut appeler ça comme ça, depuis des semaines, depuis des mois, qui, je le rappelle, on a travaillé avec cette casquette verte contre vents et marées parce qu'il y avait eu quand même énormément d'événements, que ce soit la guerre en Ukraine, l'inflation qui continue à perdurer, la hausse des taux assez violente des banques centrales et cette fameuse soi-disant crise bancaire systémique à laquelle on aurait dû assister, que j'estimais d'ailleurs à l'époque quasi impossible malgré
l'actualité. Le gold, l'or, lui, a toujours du mal. Il s'installe sous les 1925 $, mais en même temps, il n'accélère pas à la baisse. À suivre quand même s'il réintègre cette zone des 1930, 1940 $, ce qui permettrait de respirer un peu et pourquoi pas de poursuivre cette dynamique haussière qui, je le rappelle, l'est toujours, notamment en données hebdomadaires. Alors, comment gérer cette période sans être acheteur sur les indices, malgré le fait que ça baisse pas tant que ça? La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Au risque de me répéter, on ne passe pas de full acheteur à full vendeur. Il y a toujours une période de transition et nous y sommes. Cette période de transition, elle peut durer et surtout, on peut se tromper. On peut se tromper? Oui? Non? Ah, on peut se tromper. D'accord. Non, mais c'était juste pour savoir. Ça, faut pas l'oublier. Alors, il y a absolument, encore une fois, aucun signal baissier, aucun signal de retournement daily sur l'ensemble des indices, même d'ailleurs en Europe. Mais certains indices, même d'ailleurs en Europe, sont beaucoup plus faibles que les autres à court terme. Mais si on regarde les deux principaux, CAC 40 et DAX, on est simplement finalement dans des ranges daily depuis des semaines, voire des mois. Ça monte plus, il n'y a plus de carburant, mais les tendances weekly ne sont pas baissières. Alors voici pour moi 3 points clés. Déjà, ne pas s'acharner tant que le marché ne nous donne pas raison. C'est-à-dire y aller light, de manière progressive, et comme toujours en maîtrisant la taille de ses positions. Ce qu'on appelle plus communément le money management. 2. Vendre les indices, oui, mais les faibles en priorité. Et laisser respirer le marché. Les objectifs réalisés la semaine passée permettent d'absorber cette période de flottement. Et troisième chose, ne pas tout remettre en question trop vite. S'il n'y a pas d'évolution favorable ou défavorable du contexte, si les tendances de fond restent intactes, et c'est la raison pour laquelle il faut toujours regarder ces graphiques en daily, en weekly, en priorité, déjà pour prendre du recul, pour avoir cette direction de fond, est-ce qu'il faut la changer ou pas, et ensuite on zoome en données horaires pour prendre des signaux de marché. Alors oui, vous allez me dire, on aurait pu payer les moyennes mobiles à 20 jours en daily sur les indices américains puisqu'on était toujours dans des tendances de fond qui sont haussières. Clairement. Et c'est pas faute de l'avoir fait il y a un mois. Je vais pas y revenir. D'autant plus sur les indices les plus forts. Même d'ailleurs le DAX, tout en bas sur cette zone clé, 15006, 15007, on le sait, c'est celle qu'on avait payée d'ailleurs il y a 2 mois. Encore une fois, ça a tenu. Donc pourquoi pas recommencer? Preuve en est, toutes ces histoires de plus on teste un support, plus il y a de chances que ça pète, c'est faux. Mais on ne peut pas changer de fusil d'épaule comme ça du jour au lendemain en cherchant à acheter en bas, vendre en haut systématiquement. J'en profite d'ailleurs pour vous dire de ne pas oublier de faire votre propre choix. Je vous expose ici le mien en toute transparence, quand je me plante pas. Je rappelle que je peux me tromper. Je peux même d'ailleurs passer aussi à travers d'un mouvement haussier, mais j'explique le plus simplement et concrètement possible comment est-ce que j'analyse une situation, qu'elle soit fondamentale ou technique, pour derrière prendre une position sur le marché, en vous donnant quelques éléments qui pourraient vous inspirer. Après, à chacun de prendre ses responsabilités. Donc, je vous disais il y a 2 semaines, commencez à avoir une casquette bleue et non plus une casquette verte. D'ailleurs, elle est où la casquette bleue? Elle est là. Donc, casquette bleue aux États-Unis et casquette rouge. Putain, la casquette rouge, elle est où? C'est pas vrai. Putain, faut que je me relève encore. Et casquette rouge en Europe. Alors encore une fois, il y a 2 semaines, oui parce qu'il n'y a pas eu de débrief hebdo le week-end dernier, ça va, hashtag sans déconner, on parlait de cette reprise qu'il y avait sur le marché des cryptos en exploitant le fameux spike qu'on avait eu, cette baisse de 25% soudaine, c'était d'ailleurs un samedi matin, reprise donc sur le marché des cryptos, sympathique mais aussi intéressante pour la suite. Ça nous a permis de réaliser pas mal d'objectifs sur des altcoins à plus 20%, ça c'est cool, et je parle de la gestion active. Je vous parlais d'ailleurs il y a 2 semaines en particulier d'une crypto, c'était Litecoin. Alors en attendant que le marché crypto relève la tête, on fait de la gestion active très ciblée et modérée pour profiter de quelques timings d'intervention qui sont intéressants, comme par exemple j'ai partagé cette semaine Litecoin, et en étant surtout très réactif sur l'ajustement des stop loss. Depuis, elle a performé de plus de 40%. D'autres ont continué sur leur lancée après le spike, il y en a des dizaines. Solana, qui a pris quasiment 50%. Mais ce qui est intéressant dans cette phase haussière, au-delà de l'avoir exploité, ça donne lieu à ce qu'on appelle une phase de consolidation horizontale. Et on sait bien que lorsqu'on a des phases de consolidation horizontale succédant à une impulsion haussière, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, donc par le haut,
que d'amorcer un retournement, puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Et donc le fait de tenir après une telle phase de hausse, a priori c'est plutôt bon signe pour la suite. En tout cas, ça nous donne des niveaux d'invalidation qui sont très clairs. Si on repasse là en dessous de cette phase de conso partout, c'est que déjà on commence à avoir du plomb dans l'aile. Je vous montre ici par exemple la capitalisation totale. Ici le Bitcoin avec les 30 000 $. D'ailleurs au moment où je tourne la vidéo, vous étonnez pas, je sais pas si on est largement en dessous ou largement au-dessus, mais on est justement quasiment pile poil autour des 30 000 $. Donc tant qu'on tient les 30 000 $, voire même d'ailleurs les 28 500 $, c'est plutôt le niveau exact puisque ça correspond à 50% de retracement de cette impulsion haussière. Tant qu'on tient les 28 500, pour le moment, il n'y a pas d'alerte en DI. Et c'est 1800 $ sur Ether. Tant qu'on reste au-dessus, ça va. Alors c'est pour ça que si on est actif, on peut à court terme continuer à travailler sur des signaux horaires. En privilégiant bien évidemment les cryptos les plus fortes. Alors comment on fait? On utilise des moyennes mobiles 4 heures à 50 périodes. On prend en priorité celles qui sont au-dessus parce que ça veut dire que ce sont elles qui surperforment, qui montent plus vite et qui baissent moins vite que les autres. Et puis de temps en temps, on peut tomber sur une Litecoin comme on l'a vu, qui prend 40%. L'Ethereum classique, ETC par exemple, qui s'envole elle aussi. Beaucoup m'ont parlé également de Bitcoin Cash et il y en a d'autres, on l'a vu, qu'on a travaillé également, Solana ou d'autres comme ZEC. Alors attention quand même, parce que quand on a ce type d'impulsion haussière, la même chose qu'il y a 2 semaines mais à l'inverse. Faut pas partir en mode phono. Merde, j'ai dit phono. J'ai fait un mix de FOMO et phono, je crois. Faut peut-être que je refasse un break, dimanche prochain, dans le débrief hebdo, qu'est-ce que t'en penses? Faut pas repartir comme ça à toute blinde. Tu peux te faire un claquage. Attention à ne pas partir en mode FOMO partout en achetant tout ce qui passe parce que ça évitera de paniquer si on a une petite consolidation sur le marché ces prochains jours. Et surtout, ça évitera de paniquer quand les autres paniquent. Et au contraire, de se dire c'est peut-être une opportunité pour profiter des soldes. Donc oui, il y a de la place à court terme, on est toujours dans un flux haussier, mais n'oublions pas vraiment dans ces périodes-là de rester vraiment rigoureux, même en période de pump. Avec les mouvements qu'on a eu justement ces 2 dernières semaines, comme quoi, faut pas lâcher, faut rester discipliné, faut continuer à persévérer, parce que je crois que plus personne n'y croyait, et encore une fois, le marché crypto peut nous réserver des surprises, très mauvaise comme très bonne. J'estime que depuis 2 semaines, le boulot sur le marché des cryptos a été largement fait. Alors aujourd'hui, j'y vais mollo sur la gâchette. Je rappelle, TP1 plus TP2 ont été atteints. Donc au mieux, il reste entre 20, 30%, 40% maximum de position. On laisse courir sur du long terme sur des objectifs plus ambitieux. Comme par exemple sur l'Icon, j'ai mis un 3e objectif très ambitieux vers 140 $. Bon, comme ça vous donne un ordre d'idée. Et du coup, avec le cash qui a été récupéré et qu'on a fait travailler, ça nous permettra plutôt de revenir à l'achat sur repli, plutôt que d'acheter en mode à l'arrache à plus 40% et en paniquant encore une fois quand on fera moins 25%. Au mieux, plutôt faire l'inverse. Semaine prochaine, sur les marchés, on aura un rendez-vous avec l'emploi mensuel aux États-Unis au travers du NFP. Alors, c'est un chiffre très important pour les marchés, mais au-delà des créations d'emplois meilleures ou moins bonnes que prévues, ce qui est surtout important, c'est de savoir s'il y a une hausse des salaires ou pas, parce que ça permet de mesurer l'inflation. Et donc, ça permettra au marché d'anticiper s'il y aura hausse des taux effectivement le 26 juillet aux États-Unis, encore ou pas. Les indices américains restent forts. On cède pour ça des moyennes mobiles daily. L'Europe est globalement en range, il y en a certains encore une fois qui sont plus forts que d'autres. Plutôt donc stratégie de vente sous résistance mais light pour le moment parce que le marché ne nous donne pas des signaux baissiers à l'approche de ces résistances. Certains d'ailleurs ont de la place pour aller encore un peu plus haut et pour les atteindre. On laisse filer les achats crypto réalisés il y a 2 semaines en ne renforçant qu'à court terme sur des signaux horaires en étant vraiment très rigoureux sur la gestion. On serre vraiment les boulots pour ne pas se prendre un retour de bâton. En évitant donc le phono. Non, le FOMO. Voilà pour cette reprise. Enfin, si on peut appeler ça une reprise, en fait, ça va. Une fois une pause. Sur 52 semaines dans l'année, ça va. Il y en a 2 qui ne sont pas faits. Ça va. C'est l'heure de péter les pouces vers le haut, si vous le voulez bien. Merci de votre fidélité. Très bon dimanche, très bonne semaine. À très vite. Ciao!